Bonjour, c'est Jannick Brassard. Et Xavier Aubu. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo Pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, non pas un, mais deux invités. Puis vous le savez, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, recevoir des partenaires d'entraînement, des couples. Là, il y a une particularité qui est différente aujourd'hui, c'est que j'ai deux invités, puis ils se connaissent très peu. Puis vous allez voir au fil de leur histoire, on va comprendre comment ça s'entrecroise, puis pourquoi j'ai décidé de regrouper ces deux belles personnes avec moi aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de Jannick Brassard et Xavier Aubu. Bonjour vous deux, comment ça va? Bonjour. Salut, ça va bien? Hey, je suis content de vous avoir. Jannick, en direct du Lac-Saint-Jean, je crois. Oui, en plein ça. Héberville, au Mont-Lac-Vert. Yes, c'est toi, Xavier, t'es à quel endroit? À Montréal. À Montréal, de sa voiture. Attention, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous allez voir. Xavier, pourquoi tu es dans ta voiture? Parce que j'ai deux jeunes enfants de 4 et presque 2 ans et c'est un peu la folie matinale. Alors, si on voulait éviter les sons ambiants d'enfants qui crient, c'était l'endroit le plus paisible pour moi de vous joindre aujourd'hui. Ben écoute, merci de te joindre à nous pendant ton matin intense, j'en doute pas, avec des jeunes enfants. Toi, Jannick, je pense que c'est un peu plus tranquille côté gestion des enfants. C'est des grands-enfants. Ah oui, mes trois garçons, là, entre 23 ans et 15 ans, je vous dirais que ça fait dodo ce matin, c'est le meilleur temps pour être tranquille. Tu vois, Xavier, à un moment donné, ça change. Bonjour. Dans 15 ans, ça va être ça. Exact. Fait qu'avant de commencer, moi, je tiens à mentionner, j'ai un bon café, je sais pas pour vous, parce qu'il est 8h30 le matin. Fait que des fois, moi, j'ai des partenaires de microbrasserie, on parle de bière, là. Ça sera embêtant, 8h30 le matin, mais j'ai un excellent café de la gang de Capic 1. Donc, vous savez, tout le monde, à l'épisode 59, j'ai reçu Ray Zahab, qui est un aventurier qui fait des expéditions, mais qui, pendant la pandémie, s'est parti d'une compagnie de café. Puis c'est devenu un peu le partenaire, le fournisseur officiel de café de Pas sorti du bois. Donc, merci à Capic 1. Là, Xavier, dans l'auto, je ne sais pas si c'est un café. Jannick, est-ce que tu bois du café? Est-ce que vous accompagnez l'entrevue de quelque chose? Moi, c'est ma bouteille d'eau. La bouteille d'eau Cryo, Artérix, je dirais qu'elle me suit partout, qui me rappelle mes beaux souvenirs. C'est bon, ça. Donc, moi, je voulais y aller pour mon deuxième café, mais j'ai pas eu le temps de l'attraper. Donc, ça va être après le podcast pour le deuxième chiffre du matin. Écoute, si tu as besoin d'une pause café, on prend une pause, on te laissera sortir de ta voiture et aller chercher un café. Il n'y a pas de souci, je vous fais signe. On va te coller un Uber en disant, le gars, il est dans son char. Vous comme il livrait un grand café. Bon. Exact. Bonne idée, ça. Fait que commençons par le commencement. J'ai envie qu'on parle de vos deux parcours de coureurs, puis peut-être que naturellement, on verra comment tout ça s'entrecroise, mais je veux au moins qu'on apprenne à vous connaître parce que moi, j'ai découvert deux personnes en faisant mes petites recherches. J'ai fait, OK, c'est deux solides athlètes, des gens qui ont un beau parcours, mais comme je vous disais, moi, j'ai le goût qu'on rentre dans l'histoire humaine, comment ça s'est rendu jusqu'à l'événement dont on va parler. D'abord, Jannick, parle-nous de ton parcours. Comment la course est entrée dans ta vie? Écoute, la course a commencé il y a 20 ans, course sur route, comme tu le mentionnais en début. Ça a été à la naissance de mon deuxième garçon, quand même une santé très fragile durant la première année. Puis ma façon de me changer les idées puis avoir un petit 30 minutes à moi dans ma journée, c'était de partir courir le matin très tôt. Fait que ça a été ma façon de connaître la course puis de l'aimer. Puis comment ça s'est passé la première fois que tu t'es dit, bon, je cours, j'ai du plaisir à le faire.
là, je m'inscris puis je mets un dossard. Tu sais, c'est un step quand même, hein, on s'en rappelle pas parce que je reçois plein d'invités qui ont des parcours de courses de tous les niveaux, mais qui ont fait des compétitions, qui ont fait des événements, mais je te rappelle que la première fois que tu vas sur un site puis que tu achètes un dossard, c'est quand même un petit thrill. Ça a été quoi cette première course-là? Écoute, ça a pris du temps parce que moi, dans le fond, le but de la course, c'était vraiment d'être en forme, de changer les idées. Après ça, ça s'est concrétisé plus au niveau dossard, inscription, dans le but de me préparer pour mon premier marathon. Ça a été vraiment ça, de me dire, je suis vraiment capable de faire un marathon, donc je vais m'inscrire à un demi-marathon pour commencer, pour voir si j'ai la capacité physique, puis si j'ai encore le goût de faire mon marathon après cette activité-là. Fait que c'était vraiment, je vous dirais, la première inscription vraiment formelle. Puis le but, mon premier marathon que je faisais, c'était pour une cause, c'était pour ramasser des fonds pour les gens atteints de cancer. Fait que moi, je vous dirais que la course, tout ce qui me fait courir puis qui me fait m'inscrire à des activités, c'est quand vraiment il y a une cause en arrière, une bonne cause humanitaire en arrière. Sinon, je vous dirais que je suis pas la personne qui va d'emblée m'inscrire à des courses plusieurs fois par année. La course devient comme la courroie de transmission vers une cause plus grande. C'est intéressant. Puis c'est de quoi qu'on voit beaucoup. Il y a beaucoup de courses qui sont associées à des causes, il y a des levées de fonds. Il y a beaucoup de gens, on a vu ça beaucoup dans la pandémie aussi, des gens qui se lancent dans des défis pas possible, mais qui l'associe à une cause. C'est de quoi qu'on voit souvent. Est-ce que tu cibles des causes précises ou c'est dans le but de donner au suivant, peu importe la cause? Habituellement, c'est des causes précises. Dans cette histoire-là de cancer, c'était mon ami avec qui j'allais au parc avec nos jeunes enfants qui a eu diagnostic de 2 cancers en 3 semaines. Fait qu'ensemble, on a décidé vraiment de mettre sur pied une fondation puis un organisme à but non lucratif pour l'aide psychologique pour les personnes atteintes de cancer. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a parti. Puis c'est là qu'on a fait, que j'ai fait mon premier marathon, mais c'était vraiment pour cette cause-là qu'on a fait avec tous les gens de Valleyfield, tous mes amis. On courait des kilomètres avec moi. Fait que c'est vraiment, je vous dirais, le cancer quand même une place particulière dans ma vie pour les aider. Puis je vous dirais le diabète aussi, là, dans les prochaines années, là, j'ai mon filleul qui a le diabète de type 1, jeune enfant. Fait que c'est des causes qui me touchent. Je vous dirais, cancer, diabète, c'est des choses qui viennent me chercher plus. Ah oui, je comprends. Puis on dirait que des fois, la course, c'est un sport très individuel, puis comme tu le disais tantôt, ça fait du bien des fois dans des périodes intenses, ça peut permettre la gestion du stress, ça permet de rester en santé, la base dans la société, quelque chose qui est pas assez présent, tu sais, d'être en santé, c'est la base de tout, mais on dirait que ça prend un tournant beaucoup plus social puis humanitaire quand on y associe justement une cause, tu sais, que c'est plus juste moi, je m'en vais faire X défi pour moi, tu sais, je le fais, puis je m'en sers comme moyen de propager une cause puis faire un geste qui est plus grand que simplement aller courir. Puis c'est intéressant de voir que ça fait partie de ton histoire, que ça a été intimement lié de ton premier dossard, ou en tout cas de ton premier grand défi jusqu'à les courses cryo que tu as participé dans les dernières années, qui encore là ont une cause très, très noble associée à eux. On aura l'occasion d'en parler. Mais très intéressant. J'ai envie de passer la balle à Xavier, ton parcours de coureur. Comment c'est entré dans ta vie, la course à pied? Écoute, un petit peu différent comme début que ma collègue, mais c'est quand j'ai déménagé de chez mes parents, quand j'ai commencé à travailler, j'ai déménagé plus dans le plateau à Montréal. Puis, pour me changer les idées un peu, j'ai commencé à aller courir sur le Mont-Royal, vraiment super basic. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça, d'avoir une espèce d'oasis nature en plein centre-ville de Montréal. Montréal, c'est assez béton là quand tu y penses de cette façon-là, mais c'est ça qui m'a amené à la course. Puis, parce que j'habitais à Ville-Saint-Laurent avant, puis faire des tours du bloc à Ville-Saint-Laurent, ça m'a jamais vraiment appelé comme sport, mais vraiment, quand j'ai découvert ça à Montréal, sur le Mont-Royal, je tombé en amour avec ce sport-là. Puis c'est un peu parcours typique de jeunes gradués ou jeunes gars là, qui se donnent un défi entre gars. Puis c'est comme, t'es-tu game de faire un demi-marathon? Puis avec un ami, on s'est lancé le défi de faire un demi-marathon. J'avais jamais vraiment couru plus que 5-10 kilomètres. Puis je courais avec mes suies de racquetball.
Puis j'ai mis mes shorts de racquetball, puis j'ai eu des petits freins de chafing sur mon demi-marathon. Alors, ça a été un peu ça comment j'ai fait ma première course. Mais j'ai vraiment tout de suite apprécié le défi physique qui était associé à ça. Puis, en tout cas, bref, j'ai vraiment cliqué avec mon premier demi-marathon. Puis après ça, je continue à courir. Encore là, quand je me suis inscrit à mon premier marathon et tout, puis c'est encore avec un défi avec un ami, puis on a vu le Mount Royal Summit Quest. J'oublie le terme en français, là, mais c'est la course de 100 km qui est organisée à Montréal à chaque année, depuis une couple d'années, qui part du Mont-Royal, qui se rend jusqu'à Pointe-Claire, là, à peu près, puis qui revient. Puis on s'est lancé un défi de faire ça. Malheureusement, lui s'est blessé, puis moi, je l'ai fait tout seul. Puis ça a été mon premier 100 km que j'ai fait là. Puis j'ai vraiment trippé à faire cette expérience-là. Puis après ça, je me suis lancé plus dans le vrai trail running. J'ai fait tous les premiers à Sutton, Saint-Donat, les 20 km. Puis après ça, les marathons que je faisais pousser un peu la machine. Ça m'a amené à voyager pour les courses, Boston, New York. Puis c'est pour pouvoir faire New York aussi, ça a été l'occasion de le faire pour une levée de fonds pour Médecins sans frontières, quelque chose qui est un organisme qui fait un travail incroyable aussi dans des situations excessivement difficiles. Puis ça un peu comme Jeannette le disait, le pourquoi tu cours, puis le pourquoi tu vas vraiment dans des zones, dans ton pain cave, là, si on peut dire, ça aide d'avoir un peu un lien, un why plus profond. Puis, bref, je fais toutes sortes de courses, puis c'est un peu comme ça que j'ai un peu mon parcours en quelques minutes, on pourrait élaborer un peu plus tard. C'est un bon résumé. Tu le dis, tu sais, des fois, on rentre dans le pain cave. Tu parles de ta course de 100 km. Tu as fait l'Ultra Trail Larry-Canon 80. Tu as fait des ultras aussi dans le range de 50 km. Je vois New York, le North Face Endurance Challenge. Tu es allé même au Chili faire un 50 km. Comme tu dis, d'associer à une levée de fonds, à une cause, des fois, ça permet de se remettre aussi en perspective, hein, que quand tu es dans la pain cave, là, on s'entend qu'on paye pour être là, puis on veut la faire, cette course-là, puis on s'auto-met dans cette situation-là. Puis là, je parle de longue distance, mais tu sais, Jannick, c'est pareil quand on fait des courses, des demi-marathons, des marathons, peu importe, un 10 km, un 5 km route dans le piton, tu as le temps de tomber dans le pain cave parce que c'est des efforts qui sont difficiles. On dirait que quand on le fait pour une levée de fonds comme vous dans vos parcours, est-ce que ça permet de relativiser puis de se dire, OK, là, ça fait mal, là, c'est une course, je me suis inscrit, j'ai pris l'avion, je me suis rendu à une course, je l'ai faite. On s'entend que ma petite douleur ou mon petit down mental pendant ma course, c'est rien comparé à ce que des gens vivent, puis les gens pour lesquels on fait ces levées de fonds-là. C'est en plein ça. Tu as vraiment bien résumé. Je me rappelle, avant la première course de cryo, il y avait une personne qui venait faire un témoignage, une jeune femme qui est en rémission du cancer, puis qui nous explique que, un peu brièvement son parcours, mais qui nous dit, vous avez des jambes, vous avez la capacité physique, profitez-en. Fait, c'est sûr que durant le parcours, quand tu as tendance à décourager ou à trouver que c'est douloureux, ben tu penses à ces personnes-là qu'à tous les matins, ils se lèvent avec la douleur, avec la fatigue, avec tout ce qui entraîne les traitements du cancer. Puis tu dis, j'ai pas le droit de me plaindre, puis j'ai pas le droit de dire, oh, c'est trop difficile, je vais arrêter. Ces gens, ils peuvent pas arrêter. Fait que dans notre tête, c'est qu'il faut continuer, là. Fait que c'est vraiment la façon de continuer puis se pousser au maximum de nos capacités. Oui, puis on se rappelle pas assez souvent, en fait, que c'est une chance de pouvoir courir, de faire ces choses-là. Tantôt, je parlais de la santé, puis c'est important. Puis dans la société, quand tu regardes les statistiques, c'est un peu décourageant de voir. Puis il y a une portion de gens qui ne font pas de sport, puis regarde, c'est correct. De toute façon, ils n'écoutent pas le podcast. Mais il y a des gens qui ne font pas de sport, puis c'est pas un choix. Puis le fait, c'est une roue qui tourne, puis c'est un cercle vicieux parce qu'il y a des maladies, des situations physiques, peu importe, ou même mentales qui t'empêchent de courir. On le sait, les bienfaits que c'est la course à pied pour le mental, pour le physique. Puis quand tu es atteint d'une maladie, quand tu as une situation, peu importe quelle qu'elle soit, ça reste que c'est un cercle vicieux parce que tu peux pas faire de l'activité physique et, bon, ta situation s'empire. Puis
c'est une chance qu'on a d'être capable de mettre des espadrilles puis sortir courir, peu importe la distance, peu importe l'objectif, peu importe le chrono. Puis on se le rappelle pas assez souvent. Puis pour avoir parlé à plein de coureurs avec le temps, je pense qu'on a un peu un petit glimpse de ça quand on est blessé. Tu sais, quand tu es sur le carreau pendant quelques temps, tu as une blessure à la bandelette, tu arrêtes 1 mois. Et que tu te rappelles, là, tu te rends compte à quel point la course a un impact. Puis là, tu es chez vous, puis tu vois un coureur passer, puis tu es comme, le maudit chanceux. Mais tu sais, c'est des situations temporaires, c'est des blessures, c'est anecdotique. Mais comme tu le dis, Yannick, il y a des gens pour qui c'est impossible, puis il faut penser à ces gens-là. Puis quand on se lance courir dans le bois, peu importe, il faut se rappeler qu'on est chanceux d'être là, qu'on est chanceux de pouvoir le faire. Hein. Toi, Xavier, as-tu un pain cave? As-tu une histoire comme ça dans tout ton parcours d'ultra? Y a-t-il un moment où, à un moment donné, tu étais dans le creux bien profond? C'est une bonne question, honnêtement. Je dirais que il y a une espèce d'esprit communautaire aussi quand tu y participes pour un objectif commun qui est un objectif de groupe. Je l'ai fait souvent aussi pour l'organisme qui s'appelle Pour 3 points, justement, qui organise une course virtuelle la fin de semaine du 20-21 novembre. Puis, c'est un organisme qui forme des coachs de vie qui s'impliquent auprès des jeunes. Donc, par exemple, les coachs de basketball ou les coachs sportifs dans des milieux défavorisés font face à beaucoup d'enjeux qui sont bien au-delà de former quelqu'un à lancer un ballon dans un panier. Puis, ils sont pas toujours aussi pour aider les jeunes qui ont des problèmes dans leurs milieux sociaux. Donc, dès le début de cet organisme-là, ils ont participé au défi Scotia, qui est assez connu là, dans le milieu caritatif. Puis de participer à un événement de groupe communautaire pour amener de la visibilité sur une cause, par exemple, qui est un peu le même principe que CRIO ou le même principe que ce que j'ai fait avec Médecins sans frontières. Je l'ai fait pour la Fondation Pinel. Donc, à chaque fois, ce que je retrouve aussi, c'est au-delà de soi que le moment du pancake. Puis oui, il y a clairement, quand tu es dans cette zone-là, tu puises dans l'énergie que tu es allé générer par l'esprit communautaire. Puis comme tu dis aussi tantôt, c'est un support individuel dans le moment de la performance, mais qui peut être bien au-delà de ça, que je me souviens aussi, juste qu'est-ce qui m'amène à me dépasser, c'est par exemple à Bear Mountain, j'avais mon petit garçon justement qui est rendu à 4 ans, mais il y avait même pas 1 an, il avait 8-9 mois, qui m'attendait au fil d'arrivée. Puis c'est sûr que quand j'étais rendu au 40e kilomètre, puis je sais pas si vous avez déjà fait Bear Mountain, mais là, autour du 40 km, une descente d'à peu près 3 km de grosses roches dures, puis t'as les pieds bien défoncés de ta course, puis tu descends dans de la grosse roche qui tourne les chevilles, puis d'aller puiser, de savoir que mon petit garçon m'attend au bout. Il y a quelque chose, donc c'est l'esprit communautaire, c'est l'esprit des gens qui vont autour de ça, quelque chose qui est super intéressant quand ils participent pour une cause qui va au-delà de nous et la performance individuelle dans le moment. C'est fou comme c'est un dénominateur commun à travers tout le monde que je rencontre dans la vie ou par le projet du balado. C'est que la course est un sport individuel qui est très social, tu sais, que ce soit en s'associant à des causes, que ce soit simplement pour l'esprit de communauté qui se crée à ça. Tu parles à des gens, tu demandes de raconter des histoires de course, c'est jamais ou c'est très rarement simplement axé sur la course elle-même, la performance, c'est toujours courir avec quelqu'un. Hey, j'ai rencontré une telle personne, puis il s'est passé ça, puis cette personne-là m'a aidé à surmonter ça. Ou il m'a dit quelque chose, je m'en suis rappelé toute ma vie. Tu sais, c'est tout le temps des histoires comme ça. Puis là, on arrive au moment où on dévoile comment vous vous connaissez, parce que je pense que c'est un peu ça qui vous lie, Xavier et Yannick, c'est que vous avez couru quelques kilomètres ensemble, je pense, pendant la course CRIO. Puis c'est de ça que je voulais qu'on parle, parce que là, c'est l'automne, il n'y a pas encore de neige ici, mais la course CRIO, ça s'en vient, puis c'est une course vraiment particulière pour plein de raisons. On aura l'occasion d'en parler, mais racontez-moi ce premier moment-là où vous êtes croisés, puis vous avez partagé quelques kilomètres. Je ne sais pas qui veut le raconter en premier. Yannick, veux-tu y aller?
Ben oui, je vais y aller avec ce que je me rappelle, parce que je te dirais, Yannick, que dans cette course-là, il y a vraiment des émotions très intenses. Et puis, des fois, j'ai l'impression, malheureusement, avec les années qu'on a en faire, mais je vais y aller avec ma mémoire. Mais je me rappelle pas, d'après moi, c'est autour du peut-être 16-17 kilomètres environ, ou 15e. Et là, on est un groupe, hein, parce qu'on ne suit pas toujours, hein, dépendamment d'où on est rendu, la vitesse, tout ça, ça fluctue beaucoup dans l'aventure. Puis, à un moment donné, on se retrouve, on est peut-être 4-5. Et puis là, ils vantaient, hein, l'édition, là, vous comprendrez que l'édition l'année passée, c'était à la maison, mais c'est là 2 ans, dans le fond, la dernière fois qu'on l'a fait vraiment réellement sur le lac Saint-Jean. Et puis, c'est vraiment, il y a beaucoup de vent, il y a fort vent. Et là, on s'alterne, on se coupe le vent, hein, on essaie de s'aider. Fait qu'on s'alterne avec la position d'en avant pour se couper le vent. Et là, à travers ça, on discute. Hein, on parle, on apprend à se connaître. Tu viens de où et tout ça. Et puis, c'est comme ça pendant quelques kilomètres là, avec Xavier qu'on a fait une certaine distance. Puis, dans la bonne humeur, dans le rire, dans le plaisir, en s'entraînant comme ça. Fait que je pense que ça a duré peut-être un 5-6 kilomètres parce qu'au dernier, je dirais, abri là, où on a du ravitaillement et tout ça, il restait un 5 kilomètres à ma souvenance, je pense au 27e, le dernier. Et là, on s'est parlé, je pense, la dernière fois. Et là, il y en a, je pense, Xavier parti en avant avec une autre personne. Moi, j'ai plus continué dans le milieu du troupeau. Puis Cédric, un autre ami, on restait un petit peu plus en retrait. Fait que c'est vraiment une course que tu dois, je te dirais que c'est ce que j'ai appris, moi, c'est de te respecter où tu es rendu. Tu peux pas te forcer à suivre quelqu'un ou tu peux pas te forcer non plus à ralentir à cause du froid, évidemment, parce que là, tu gèles. Fait que c'est vraiment une course que tu apprends à côtoyer plusieurs personnes dans ton parcours. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux pas dire je reste avec cette personne-là ou j'ai l'intention de courir toujours avec cette personne-là. Il faut vraiment que tu t'écoutes, tu es avec ton corps, comment qui te parle aussi, là. Je pense que c'est un apprentissage qu'on peut faire. Non, vas-y, Xavier, je te laisse y aller. Non, je vais pas couper, c'est drôle parce que j'ai le souvenir que c'est toi qui m'as dépassé. J'ai pas regardé les résultats avant, donc je me souviens pas, j'ai pas fait. Mais il me semble, puis c'est quand je parlais aux gens à l'équipe, puis tout ça, j'étais comme il me semble que j'étais avec Yannick, puis Yannick à la fin, il m'a juste comme laissé dans sa trace de poussière, elle avait accéléré, puis j'avais pas de jeu. C'est mon souvenir. Oh, mais ça, peut-être. Honnêtement, les résultats sont sur Internet. On peut aller voir, mais il me semble que tu m'avais dépassé. Puis j'ai vraiment c'est vraiment drôle qu'on se souvienne complètement l'opposé, mais ce qui me rejoint dans ce que tu dis, c'est de pouvoir rencontrer des gens et de pouvoir partager des moments qui sont assez uniques parce que courir sur un lac gelé la nuit, c'est quand même assez particulier. Puis moi, je l'ai fait 3 fois. J'ai participé au projet pilote la première année. Puis le projet pilote, je pense qu'on a fait peut-être 42 pour tester. Puis t'es vraiment tout seul longtemps dans le noir. On trouve des fois les ultramarathons, t'es seul, mais tu sais, c'est le jour, tu vois un peu, tu peux regarder. Mais là, sur le lac Saint-Jean la nuit, avec la frontale, tu regardes le sol là, pendant plusieurs heures, littéralement. Puis, je me souviens d'avoir rejoint ou avoir été rejoint par le groupe de Yannick, puis on avait partagé un certain nombre de kilomètres, 4, 5, 7, 10, comme tu dis. Pendant une course, le concept d'espace-temps, de temporalité est très élastique, très, très long, très, très court. Mais de pouvoir faire ces rencontres-là, c'est assez unique. Puis de pouvoir sortir de sa solitude et de communiquer, c'est un besoin humain très fondamental. Puis il n'y a pas façon plus unique de créer des liens qu'en étant dans un peu justement sa petite pain cave, de regarder à terre avec sa frontale puis de rencontrer une personne super intéressante comme Yannick. Donc je regarde un très très bon souvenir. Là, je vous ai pitché ça, on parle de cryo, mais je pense que ça vaut la peine de camper ce que c'est comme course parce que c'est une course qui est bien connue au Québec, qui a eu 2 éditions avant d'avoir l'édition virtuelle. Puis vous avez participé à ces 2 éditions-là. Tu le disais même, Xavier, tu as été de la première édition pilote. La course cryo, c'est
33 km directement sur le lac Saint-Jean en plein hiver. Fait que, tu sais, c'est complètement fou comme concept. Tu sais, le lac Saint-Jean, c'est mythique, c'est iconique au Québec. Puis là, tu le traverses je me suis pris en note, je pense que c'est de Saint-Gédéon à Roberval, en ligne droite, sur les glaces. On s'entend qu'en trail ou en course de ce style-là, même une course en montagne l'hiver, la forêt protège de quelque chose. Là, tu es face aux éléments plus que jamais, puis le vent, il arrive avec des centaines de kilomètres de force, donc 33 kilomètres sur la glace. Comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez faite? Parce que je pense que l'édition dont on parlait, où vous avez couru ensemble, c'était la deuxième, l'édition de 2020. 2019, les deux, vous êtes inscrits. Yannick, vas-y en premier. Comment cette course-là est arrivée sur ton radar? Puis à quel moment tu t'es dit 33 km sur le lac Saint-Jean en plein hiver, why not? Mais écoute, ça a commencé parce que mon amie sur Facebook, Virginie Laroche, elle m'envoie un message, elle me dit, parce qu'il y avait le vidéo du projet pilote qui était sur les réseaux sociaux, elle me disait, il me semble que ça serait un défi, ça, à ton niveau, il me semble que ça te ressemble. Puis moi, c'est sûr que j'ai grandi à Roberval. Fait que j'ai grandi à toutes les années la traversée du lac, aller voir les nageurs arriver. J'ai même mon père qui était au niveau de la sécurité quand Christine Cossette a fait l'aller-retour en 1984. La traversée aller-retour. Fait que pour moi, le lac Saint-Jean, tu l'as bien nommé, Yannick, c'est mythique, c'est un rêve. Et moi, étant pas nageuse, mais pas pour 5 sous, ça restait complètement impossible. Je cale comme une roche. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu l'opportunité de pouvoir réaliser ce rêve-là, de traverser le lac autrement qu'en natation, j'ai tout de suite dit oui, c'est sûr, je m'inscris. Alors, j'ai regardé le vidéo. C'est sûr que ça avait l'air un petit peu, c'était gros, hein, quand je les écoutais, là, et je me disais, ouf, je vais être capable, puis parce que c'est tellement des éléments, qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas, qu'on peut pas savoir comment on va réagir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a peur de l'eau. Là, je me disais, il est gelé. Mais là, y a-tu des cracks? Tu sais, j'étais inquiète. Vais-tu me perdre? La trail va-tu être bien éclairée? Parce que c'est pas éclairé, c'est à lampe. Je vais-tu paniquer quand je vais me retrouver à 7 heures le soir dans la noirceur, toute seule, dans cette étendue de glace-là? On sait pas comment notre corps va réagir. Fait que moi, je te dirais que c'était mes grandes craintes. Puis il y a tellement d'éléments à chaque édition. Il y a la première édition ça a été, bon, j'avais de l'eau, mais j'avais mis un conduit à ma bouche. Puis j'avais recouvert de tissu vraiment là pour pas geler, mais ça a gelé, ça a pris 2 minutes, puis c'était gelé. Fait que j'ai couru avec ma poche pleine d'eau pendant 32 kilomètres. J'ai jamais eu le réflexe de dire je vais la vider, tu sais, pour au moins enlever du poids. Mais c'est ça, c'est à chaque fois, il y a des éléments différents. Puis la première édition a été difficile, très difficile, parce que moi, quand je regardais les vidéos, les gens étaient en espadrille parce que c'était une surface quand même assez glacée lors du pilote. La première édition officielle, il y avait de la neige, puis vraiment, là, on calait, là. Puis moi, j'avais pas de raquette, je m'étais jamais entraînée en raquette. Donc là, je voyais au parcours toutes les gens qui disaient, est-ce qu'on va en raquette, pas de raquette? Et moi, je me disais, ben, j'ai même pas d'option. Je me suis même pas entraînée en raquette, j'ai même pas de raquette. Donc, je l'ai fait en espadrille. Mais je vous dirais que c'est à chaque pas, on renfonçait. Fait que je me suis vite rendu compte après les 2-3 premiers kilomètres que si je continuais avec cette vitesse-là, que j'y arriverais jamais, là. Impossible. Donc là, tu parles puis tu dis, regarde, ça va être un pas à la fois, puis on va ralentir, mais le but, c'est de le finir dans les temps de 5 heures qui étaient exigés. Fait que ça a été la première édition très, très difficile physiquement parce que j'avais pas de raquette. La deuxième édition, quand les gens ont su que j'allais me réinscrire, ils comprenaient pas, tu sais, avoir tant souffert pour avoir tant de misère. Mais pour moi, c'était vraiment l'objectif de dire, tu sais, moi, une course, je compare ça souvent à un parcours de vie. Tu sais, il y a des obstacles, il y a des choses que tu apprends. Puis moi, j'aime ça les refaire pour m'améliorer. Tu sais, je me dis, non, c'est pas vrai que je vais rester sur cette note-là, qui était quand même, je vous dirais, quand même un petit peu décevante et difficile. Je vais y retourner, je vais m'entraîner en raquette, je vais apprendre à manger durant une course parce que ça, c'était quelque chose que j'avais pas encore appris. Je vais y aller de façon différente. Puis là, ça a vraiment été, la deuxième édition, là, ça a vraiment été une édition vraiment agréable pour moi, puis très, très enrichissante, puis ça a été vraiment extrêmement positif. Cette émission accomplie parce que pour les fervents de statistiques, tu as abaissé ton temps de 51 minutes. C'est énorme, sur 32 km, 33 km.
Si je me trompe pas, les 2 fois, tu as terminé deuxième femme. La première édition, tu as fait ça en 4h50, 29e overall, qui est très, très bon. Mais la deuxième année, 3h59, deuxième femme, 11e overall. C'est extrêmement impressionnant. Puis les positions, oui, c'est impressionnant. Mais le 51 minutes entre les 2 éditions, on voit que c'est mission accomplie d'avoir réussi à tirer des leçons de cette première édition difficile-là, de faire des ajustements puis d'arriver prête pour la deuxième édition. Oui, puis je te dirais, Yannick, que c'est vraiment ça ma plus grande fierté. C'est de dire, puis c'est drôle parce que tantôt Xavier parlait de ses enfants, hein, de son garçon à la ligne d'arrivée, puis il m'a tellement rappelé que moi, c'est vraiment aussi ce qui me motive. Puis j'avais le goût de montrer à mes enfants, mes 3 gars, que dans la vie, oui, tu as des obstacles, c'est sûr. On va tout en avoir, tu peux plus passer à côté de ça. Mais la force de quelqu'un, c'est de dire, je vais apprendre de ces obstacles-là, de ces difficultés-là, puis je vais redevenir plus fort. Après, je vais revenir plus fort. Fait que j'aime ça que tu aies dit la différence entre les 2 années, parce que c'est ça ma plus grande fierté. C'est vraiment de dire, on est capable d'apprendre, puis de dire, ça a été difficile, mais moi, je reviens pour être capable justement de me dépasser puis de faire mieux. Puis je voulais montrer à mes gars qu'on n'abandonne pas le moins possible, en tout cas. On s'adapte, puis on a la force puis la capacité de caractère de continuer. C'est vraiment ça, moi, que je veux montrer. Puis à chaque fois que je sais que mes enfants sont là, puis même qu'ils ne sont pas là, je veux tout le temps leur montrer que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut persévérer, il faut continuer. Écoute, je t'écoute. Moi, d'habitude, j'utilise une citation de mon invité pour faire la promotion de l'épisode. Rien contre toi, Xavier, mais je pense que je vais utiliser cette cote-là de Yannick. C'était, écoute, j'ai un petit frisson pendant que tu en parlais. C'est vraiment très, très bien dit, très bien évoqué. Xavier, avant que tu nous racontes, toi, ta première édition Cryo, tantôt, on se demandait qui a dépassé qui. Hein? C'était comme la question. Vous aviez des souvenirs flous. Selon les statistiques, selon ce que j'ai devant les yeux, vous avez terminé à 8 minutes l'un de l'autre, mais c'est Xavier qui avait pris les devants, qui avait terminé 8 minutes devant toi, Yannick. Fait que, oui, voilà, je tranche. Oui! C'est Yannick qui avait la bonne mémoire. Je pense que j'avais été impressionné par le pace de Yannick, puis j'avais souvenir que... je me souviens que tu m'avais porté parce que, comme j'expliquais, j'avais été un bon bout seul pendant la course, puis de pouvoir vous rejoindre, ça m'avait vraiment énergisé. Puis c'est ce qui a sûrement influencé mon souvenir à ce moment-là. Ah oui, puis Xavier, moi je me rappelle, là, comme c'était hier, quand on a terminé, quand j'ai terminé, tu es venu me voir, puis tu m'as exactement dit ça, tu m'as dit, écoute, le fait de vous rattraper, ça m'a énergisé, dynamisme, de bonne humeur, ça m'a tellement fait du bien, puis tu m'as dit un merci à la fin. Puis pour vrai, c'est la chose la plus importante que je me rappelle de mes courses. C'est qu'un coureur vient te voir pour te dire merci d'avoir coupé le vent, tu m'as donné de l'énergie, tout ça. Ça a été magique. Pour vrai, c'est les choses les plus importantes à la fin d'une course. C'est ces commentaires-là qu'on reçoit des participants. C'est extraordinaire. C'est un sport individuel qui se gère en équipe. Oui, effectivement. Effectivement, oui. J'ai un très, très bon souvenir également, moi aussi. Xavier, toi, tu disais, tu as été même de l'édition pilote en 2018, je crois, puis tu as fait les 2 éditions suivantes. Comment c'est arrivé sur ton radar, la course Cryo? Comment tu t'es ramassé dans cette édition pilote-là de 40 quelques kilomètres sur le lac? Oui, en fait, quand on parle de communauté, c'est ça aussi, hein, parce qu'à la fin, j'ai rencontré un ami dans le contexte du travail, puis j'ai reconnu un coureur par le type de montre qu'il portait. C'était dans un lunch d'affaires, puis je vois sa montre, genre, tu dois faire pas mal de courses, t'as une montre qui semble assez sophistiquée. Il dit oui, justement, je cours la Ricana 80. Puis Pierre, qui est dans la fin quarantaine, je pense, on s'est mis à s'entraîner ensemble, on est devenus amis, on a fait la Ricana 80 ensemble. Et puis Pierre est sur le conseil d'administration de la Fondation La Pointe des Pieds, qui est derrière la course Cryo. Et il connaît bien Jean-Charles, qui est le directeur général de la Fondation Pointe des Pieds. Puis Jean-Charles avait cette idée-là un peu folle de monter un projet spécial pour participer à la mise sur pied d'événements de levée de fonds et tout. Puis chercher un petit groupe là pour tester l'idée avant de l'organiser avec un groupe de coureurs qui se déplacent. Donc, je pense qu'on était 5-6 coureurs à l'avoir fait. Donc, on a participé un peu à
la préparation, de tester le concept des abris là, de pêche, là, parce que les ravitaux, c'est des petites maisons de pêche sur glace. De tester aussi là, le concept de sécurité avec les skidoo et tout. Donc, c'est ça, on était 5-6 à le faire en 2018. Merci de me redonner l'année, là, j'oublie les années, mais donc oui, c'était la première année, comme Jannick te disait, c'était bien glacé. Ce n'est pas une course sur glace, c'est une course sur neige. C'est important de le spécifier. Si tu es chanceux, ça va être une course sur glace, mais c'est une course sur neige. Donc, c'est très différent en termes d'approche. Puis le 42, c'était bien fait quand même parce que c'était bien glacé. On courait avec des crampons, puis c'était assez solide. Donc, tu peux avoir quand même une belle foulée tout le long. Mais moi aussi, comme Jannick, je suis arrivé la deuxième année sans raquette et c'était bien mou. Donc, c'est comme de la neige un peu sablonneuse, un peu comme ben, c'est pas de la slotch, là, mais comme des grumeaux là, de neige. Là. Donc, ça renfonce, puis toujours en train de... C'est pour ça, tu vois, 32 km, puis le cut-off, c'est 5 heures. Ça prend 4 heures courir un 32. Puis tu travailles, là. C'est pas une marche rapide, là. C'est 4 heures de travail constant. Donc, c'était... j'ai fait, c'est ça, le projet pilote avec une belle gang. Ça a été... on a prouvé que ça se faisait. Puis je pense qu'on a décidé de garder en 32, puisque pour faire le 42, il fallait arriver à Roberval, faire un aller-retour sur une île. Donc, c'est pas idéal là, pour comme circuit. Parce que le 32, c'est vraiment la ligne quasiment droite là, entre les deux villes. Puis c'est ça, j'ai fait les deux années subséquentes par la suite. Puis à chaque année, tu as des défis différents. Une année, c'était plus froid, une année, c'était plus chaud, mais le jour, il avait fait plus chaud, donc c'était plus mou, puis ça avait gelé. Donc, les conditions sont très variables. Le vent est un facteur à différents moments, parce que c'est pas une ligne parfaitement droite, donc tu as comme un genre de petit coude. Puis je me souviens, là, justement, me semble avec Jannick, là, qu'avant qu'on pogne le petit coude, où est-ce que le vent était moins pire, là, on faisait vraiment comme les petits oiseaux qui s'en vont vers le sud, là, comme en ce moment, on se met en formation pour couper le vent. Mais ce qui fait la joie de cette course-là aussi, c'est l'organisation, les gens qui sont derrière ça, les ravitaux dans les maisons de pêche, assez unique quand même d'avoir ça. Puis la joie de vivre du groupe qui participe, puis d'arriver à la fin, puis de pouvoir côtoyer les jeunes qui sont derrière l'organisme, qui sont supportés par cet organisme-là, ça te remplit du pourquoi tu l'as fait, surtout quand tu l'as fini, puis c'est assez unique. Puis d'arriver au village de pêche de Roberval aussi, c'est assez pittoresque, je peux dire. Donc, ouais. À vous écouter, j'ai l'impression que en course de trail, on parle souvent que d'une année à l'autre, une même course sur le même parcours peut être deux expériences différentes parce que une année, il y a eu un peu plus de pluie, une autre année, il y a un peu plus d'autres choses, c'est plus sec, c'est plus boiteux. Les éléments, la température, c'est des variables qui font que à Ricana 80, pour prendre l'exemple d'une course que tu as faite, Xavier, entre deux éditions, le gagnant peut avoir 1 heure de différence, puis le mid-pack, 1h30 de différence parce que les éléments changent. Mais j'ai l'impression qu'avec la course cryo, c'est à un autre niveau complètement parce que il y a la variable de la neige aussi, tu sais, le sol, le vent, la froid. On sait que l'hiver, une bonne journée, il peut faire -5 avec facteur 20, il fait -8. Puis une mauvaise journée, il peut faire -25 plus facteur 20, -35. Puis il n'y a aucun indicateur qui peut nous dire quand l'organisation choisit sa date, on ne peut pas savoir. Puis j'ai l'impression à vous écouter que d'une édition à l'autre, il peut y avoir deux expériences complètement différentes. Puis ça ajoute au défi, oui, sportif, mais au défi d'équipement. Tu le disais tantôt, Jannick, l'eau qui gèle dans les gourdes, c'est un enjeu. J'avais le goût de vous amener parce que je suis certain qu'on va donner le goût à plein de gens. J'ai une audience de crinqués qui font des ultras. Fait que c'est sûr qu'ils vont se dire, hey, une course. Ceux qui ne savaient pas ce que c'était, ils vont faire, hey, course de débile au vent sur le lac Saint-Jean. I'm in. Parfait. Là, on a deux experts qui l'ont fait ensemble un total de 5 fois. Parlez-nous de vos trucs, vos apprentissages à travers les années, à travers les 2 éditions que vous avez faites, les 3 éditions pour Xavier. C'est quoi que vous avez fait comme apprentissage de gear, puis c'est quoi vos recommandations? Moi, je dirais que l'apprentissage le plus grand que j'ai fait, c'est vraiment de m'adapter au moment présent.
Moi, je suis quelqu'un qui est hyper planifié, hyper structuré. Je veux toujours savoir dans quoi je m'embarque. Puis, j'ai beaucoup de difficultés à gérer les éléments qui arrivent là, comme ça, tout d'un coup. Avec ça, j'ai appris à accepter ça, je te dirais, plus l'acceptation de dire, écoute, je le sais pas, je suis préparée comme dans le mieux que je peux, mais il va falloir que, au moment présent, que je m'adapte. Puis ça, je te dirais que c'est un gros défi pour moi, de m'adapter quand la situation arrive en live, de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que ça m'a pris, puis dans la vie de tous les jours, là, ça m'a vraiment apporté quelque chose là, qui me manquait. Fait que moi, quand je suis partie, la première édition que j'ai faite et que j'ai vu là, que ça renfonçait, puis tu sais, on a des temps, on a des objectifs, tout ça, là, je me suis rendu compte que tout venait de prendre le bord. Là. Il n'y avait plus rien qui allait tenir. Et si je gardais ma tête dure, parce que moi, je suis un peu intense, quand j'ai une tête dure, puis je me dis, je vais faire ça, je le maintiens, je me suis rendu compte que là, si je faisais à ma tête dure, que je finirais pas. Fait que là, c'est là que j'ai dit, OK, tout de suite, lâche prise. Puis, tu sais, j'ai parlé avec des gens après qui m'ont dit qu'eux ont continué à garder le temps puis ils n'ont pas été capables de passer à travers. Parce que c'est très impressionnant de voir les noms sur les listes d'inscrits et de voir à la fin qui n'a pas terminé. Tu te dis, voyons, ils ont fait des ultras, c'est des coureurs bien meilleurs que moi, là. Puis moi, c'est toujours ça un peu, le syndrome d'imposteur, c'est de dire, voyons donc, moi, j'ai pas fait d'ultra, j'ai pas fait je suis pas ça, moi, là. Puis je me dis, pourquoi j'ai été capable de le traverser? Je me suis adaptée. J'ai vraiment dit, bon, je vais y aller avec les éléments, puis comment moi, je me sens. Comment je me sens. Fait il y a des fois que ça allait très bien, puis que je courais très bien. Puis là, je voyais que les gens avec qui je courais arrêtaient, mettons, aux petits abris, tout ça, au ravito. Mais moi, j'avais pas le goût. Mais là, de l'autre côté, j'avais peur de me retrouver toute seule. Si je continue, j'ai plus mes amis. Mais là, j'ai appris, je te dirais, à dire, c'est ça la vie. Tu sais, c'est ça la vie, c'est que tu vas côtoyer des gens dans ton parcours qui vont t'aider à passer à la prochaine étape. Mais peut-être que ces personnes-là seront plus là dans quelques kilomètres, mais je vais apprendre d'autres choses de nouveau. Mais c'est de gérer cette peur-là de me retrouver tout seul parce que pour vrai, là, la première fois que je l'ai fait, je me suis ramassée à un moment donné que les personnes, j'étais avec 2 personnes, là, Yves et Ulrich, puis on suivait depuis un bon bout. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte au 25 kilomètres que je peux plus continuer à les suivre. Ils vont trop vite, puis je me respecte pas comme rythme. Donc, je les ai laissés partir. Et là, je voyais les petites lampes s'éloigner. Puis je te dis, j'ai encore cette idée dans la tête. Puis à un moment donné, j'ai levé la tête et là, j'ai vu que les petites lumières étaient presque plus visibles. Et là, j'ai comme eu une impression de panique. Je le dis, Annick, là, je me serais vraiment allongée au sol et j'aurais pleuré. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici en regardant les belles étoiles au ciel? Parce qu'il faut comprendre qu'on commence à la pénombre. Hein? On commence vers 4h, 16h. Mais c'est parce que le froid, là, tu sais, quand ça descend, le soleil se couche, le froid, il prend rapidement. Donc, c'est vraiment aussi la gestion des habits, de comment tu t'habilles. Tu as eu chaud, tu es mouillé. C'est sûr que c'est bien pensé, là. Ravito, à mi-course, tu peux changer, tu as du linge que tu apportes, tu peux te changer, tout ça. Ça aussi, c'est une tactique qu'il faut que tu décides. Est-ce que je me change? Parce que c'est quand même un certain temps. Enlever des souliers mouillés puis des bas mouillés, là. Je peux vous dire que ça a l'air de rien, là. Mais moi, j'ai déjà forcé. J'ai déjà forcé pour enlever des bas mouillés à Ulrich. Écoute, il était complètement gelé. On forçait à 2 pour y enlever des bas. Fait avec tout ça, j'ai appris. Moi, je me suis pas changée. Je me suis dit, qu'advienne que pourra. Je continuais avec mes bas mouillés parce qu'on avait, ensuite, en partant, on avait vraiment pilé dans de la slush puis de l'eau. Puis on a tous couru, je pense, les bas mouillés tout le long de la course. Mais c'est vraiment la deuxième fois, les ravitaux, c'était très, très court et je me suis pas changée. J'ai pas mis non plus de pack-sac avec de l'eau. J'ai amené juste quelques petites gourdes dans mes poches parce que moi, courir avec un poids quand même significatif sur mes épaules, je me rendais compte que ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc, je suis allée avec toutes les items obligatoires, hein, parce que c'est quand même la sécurité, là. Ils lésinent pas, là, vraiment sur la sécurité, le sifflet, toutes les choses, le téléphone, tout ça. Donc, je me mets ça partout dans mes poches. Et j'avais pas de sac à dos. Ça, pour vrai, ça m'a grandement aidé à ne pas avoir rien sur le dos. Et je me suis pas changée. Finalement, j'avais mon sac quand même, mais j'ai pas assez droit. Puis ça a été pour moi là, la tactique la mieux. Évidemment, les raquettes de course, là, que vraiment, je me suis entraînée
courant de l'hiver avec mes raquettes de course. Ça a été vraiment, je dirais, l'élément le plus important là, qui a fait que j'ai gagné quelques minutes. Un must selon vous, les raquettes, parce que je pense, tu sais, moi, je fais des comparatifs. La course cryo, c'est sûr qu'il y a dans ma liste, puis j'ai envie de la faire. Je peux pas 2022, mais là, je vous écoute, 2023, ça me parle beaucoup. Puis à Québec, on a la Trail de la Nuit polaire, qui est une course hivernale, puis un peu plus classique comme trail, dans le sens que ça se fait là où une course de trail d'été se ferait, donc dans des sentiers fermés. On n'est pas au grand vent comme vous pouvez l'être à cryo, mais à chaque année, c'est les grandes questions, raquette ou pas raquette, puis ça dépend du sol. Puis je suppose qu'à cryo, c'est un peu ça. Toi, Xavier, la première année, pas de raquette parce que c'était de la glace, mais les 2 années suivantes, c'était raquette. À quel moment on se dit, OK, c'est une année de raquette, est-ce que vous avez accès au parcours un peu avant, puis d'aller voir, d'aller le constater, puis prendre cette décision-là? Oui, 100%. Dans le fond, l'organisation suggère de prendre l'hébergement à Roberval, donc à la ligne d'arrivée, comme ça, tu finis puis tu peux aller à l'hôtel ou à ton hébergement plus rapidement que de tourner autour du lac. Donc, dans le fond, à Roberval, tu as le village de glace, là, qui est comme un village de maisons de pêche qui sont tout décorés. C'est super cool à voir. Et ça donne accès à la piste. Parce que dans le fond, la piste, c'est une piste de skidoo et de fat bike. Okay. La fin de semaine d'avant ou la veille, c'est la course de fat bike sur le même circuit. Donc, c'est très, très facile d'aller voir le circuit puis de courir quelques centaines de mètres et de voir. Donc, c'est de s'amener les options puis de voir. Parce que il s'agit qu'il fasse 2 degrés de plus durant le jour puis que ça fasse fondre. Puis finalement, que le froid arrive à 9 heures versus à 5 heures, que ta surface va geler quand la course va être finie versus la surface va regeler quand tu vas courir, ou ça se peut qu'il y ait une petite bruine, donc c'est impossible de prévoir. Il peut y avoir des patterns météorologiques qui vont faire moins 40 toute la semaine, puis tu sais que ça va être vraiment tapé, mais disons que c'est plus une question de chance. Donc oui, il y a moyen d'aller voir la veille, et même le jour de la course, il y a comme une petite cérémonie au début, on a un 15-20 minutes à la ligne de départ. Puis c'est facile de pouvoir décider de les mettre ou pas. C'est mieux de partir avec et de les laisser dans un ravito, ou même de pouvoir les strapper sur ton sac à dos que de pas l'avoir. Donc, ce serait ma suggestion côté raquette. Et de s'entraîner un petit peu, parce que comme Jannick le disait, moi, j'avais jamais couru avec des raquettes. La première année, je pense, j'avais peut-être couru un gros 10 km avec mes raquettes avant de faire la course. Donc, j'étais un petit peu en canard au début, puis j'ai fini avec des drôles de douleurs à la fin de la course parce que ça altère ta foulée dramatiquement, complètement. Puis je me souviens aussi, la deuxième année que je l'ai faite, j'avais pas de raquette. Puis j'essayais de courir dans les pas de ceux d'en avant de moi pour courir dans du dur. Puis après 5 km, j'avais les 2 bandelettes qui voulaient m'exploser. J'étais sûr que je n'allais pas pouvoir finir. Quand j'avais altéré ma foulée pour essayer de suivre les pas, je me disais, je fais dans du dur, c'est moins souffrant pour le pace, mais ça l'a tellement altéré ma foulée, il a fallu que j'arrête, que je masse les genoux, puis j'arrête de piler dans les traces des autres. Donc, il faut juste accepter que c'est ça, c'est difficile, puis vivre avec. Ce que je trouve intéressant de ce que Jannick disait, c'est par rapport à accepter l'inconnu. Je dis souvent, moi, ce qui m'attire beaucoup dans les ultras, c'est justement cet inconnu-là. De pas savoir si je vais être capable de finir, de pas savoir qu'est-ce que je vais vivre ou qu'est-ce qui va arriver, c'est ce qui m'attire un petit peu dans ces courses-là. Comme le 100 km, aucune idée qu'est-ce qui va arriver. La première fois que j'ai fait mon 100 km, la première fois que j'ai fait Caracana ou toutes mes premières fois, aucune idée. Aucune idée. Puis justement, dans nos vies, on est habitué justement à être organisé, on sait, on a l'Internet, on sait le trafic, on sait tout avec les technologies, puis tout ça. Fait qu'on est très, très habitué que ça soit cadré, l'école, le travail, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, tu vas avoir une bonne note, tu sais si tu as réussi, tu n'as pas réussi. Mais dans ces trucs-là, il y a beaucoup plus de nuances, de zones de gris, puis je trouve que faut pas négliger ça dans cette aventure, dans ce genre d'aventure-là. Puis quand, justement, avec la course cryo, comme j'avais fait le projet pilote, il y avait les premiers coureurs qui avaient souvent des questions avec qui je parlais. Je dis, prends ça comme un positif que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver.
c'est pas dangereux. Il y a une sécurité. S'il y a quelque chose qui arrive, il y a une motoneige qui va venir te chercher. C'est clair que c'est très, très particulier de se retrouver seul dans le noir sur le lac Saint-Jean. Mais je pense qu'il faut vivre ça comme une chance. Puis de l'embrasser, c'est pas le bon terme, là, embrace en anglais, là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est peut-être pour la portion plus philosophique, mais portion technique, je pense, Raquette, on en a parlé. Tout l'aspect gestion des couches. Donc, si les coureurs qui pensent n'ont pas couru souvent l'hiver dans les grands froids, je vous suggère d'aller courir le plus souvent possible pour gérer tes couches, gérer tes gants. Il y a des gens qui ont le froid aux mains, ça leur prend des mitaines de skidoo, même s'il fait -2. Il y en a que des petits gants à -40 avec un couvert, c'est parfait. Mais si tu ne sais pas, je te suggère d'aller tester à -2, -20, puis -40. Vas-y. Quand c'est laid dehors, vas-y. C'est ma suggestion pour ceux qui courent moins l'hiver. Puis, c'est aussi si les gens n'ont jamais fait de trail running, donc justement, comme Jannick le disait, de devoir se nourrir durant la course. Parce que l'on parle de course de 4-5 heures, donc ça se fait mal sans manger. C'est une autre suggestion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de routes pour qui ce serait comme une première ou ils ont juste fait des plus petites distances en trail, donc la nutrition est moins importante. D'insérer ça un peu dans sa pratique avant, c'est sûr que ça permet de rendre l'expérience plus facile, je dirais. Puis côté hydratation, c'est quoi votre conseil? Parce qu'on entend encore là, l'hiver plein de trucs. Tu sais, moi, je le sais que quand je fais des longues l'hiver, je vais aller me ravitailler à mon auto. Tu sais, c'est rare que l'hiver, on part 30 km sans aucun support. Là, oui, il y a des ravitaillements, mais les bonnes vieilles gourdes dans une veste d'hydratation, des soft flasks, il y a toujours un petit peu d'eau qui reste dans le bouchon. Hein? Fait que l'hiver, on s'entend que ces soft flasks-là, ça vaut pas grand-chose parce que ça glace. C'est quoi vos conseils d'hydratation? Pas tant combien de litres de boire pendant la course, vraiment plus l'aspect technique de comment on gère pour pas que ça gèle. Moi, j'ai toujours utilisé les soft flasks ou les anciennes Ultimate Direction qui étaient plus dures, là, mais moi, avec les soft flasks, c'était pas si pire. Le truc, c'est que tu prends toujours une petite gorgée. Comme ça, tu fais circuler comme l'eau. Si ça, tu prends pas une gorgée pendant 1 heure, elle risque d'être très gelée. Puis au ravito, souvent, ils ont de l'eau chaude. Donc, à mon souvenir, il y avait de l'eau chaude ou du thé. Là, donc, tu peux mettre de l'eau chaude dedans. Donc, pour moi, avec les soft flasks, j'avais pas eu trop de difficultés. Au pire, tu la dévisses, puis tu peux l'enlever, t'arrêtes 2 secondes, tu dévisses, tu prends une gorgée, tu la remets. Donc, moi, je dirais que le soft flask, c'est la meilleure bête. Les tubes, il n'y a rien à faire avec ça, à moins qu'ils fassent comme -1, là, mais s'il fait -1, tu vas trouver le temps long dans la neige molle, donc ça va être un autre enjeu, mais ce ne sera pas l'eau ton problème. C'est clair, ça me fait penser que là, je ne suis pas ici pour faire des plugs de marque, mais moi, je ne jure que par les soft flasks et les vestes Salomon, c'est celles qui me font bien, mais tu as raison, les soft flasks Salomon, en tout cas, moi, celles que j'ai utilisées l'hiver, il y a une petite quantité d'eau qui peut rester, qui gèle, mais c'est vrai que les Ultimate Direction, j'en ai eu, puis j'ai une gourde à main, puis la façon que le bouchon est fait, il n'y a pas d'eau qui reste, en tout cas. C'est un détail technique. Tout ça pour dire on n'est pas là pour plugger des marques ou pas, mais de tester. Je pense que ça revient à ce que tu disais, puis c'est bon pour les couches, c'est bon pour les espadrilles, c'est bon pour les raquettes, pour les tucs. Tester. Sors à -30, check tes flasques, check tes bouteilles, puis vois si ça gèle. Quand ça devient de la slush, est-ce que l'eau passe pareil? Oui, parfait. Oui, puis c'est ça. Tu prends des petites gorgées, ça va faire que ça va moins geler, puis au pire, comme tu l'ouvres, puis par rapport aux couches, moi, j'ai plus d'avis. C'est par expérience, juste de toujours continuer, toujours bouger. Tu vas garder une chaleur. De toute façon, tu es déjà tout mouillé. Tu te mets un nouveau chandail, dans 10 minutes, t'es autant mouillé, à moins que tu tombé dans un trou d'eau, là, mais je pense pas que tu vas finir ta course, puis il n'y a pas de trou d'eau, by the way, juste pour pas qu'il y ait de malentendu, il n'y a pas de trou d'eau. Mais juste de toujours être en mouvement, puis comme Jannick le disait, des petites pauses, parce que c'est vrai que si tu arrêtes trop longtemps, tu t'assois. Tu sais, même en ultra l'été, tu t'assois trop longtemps, c'est vraiment dur à repartir. Mais quand ça commence à croûter ton linge, là, parce qu'il gèle, essayer de repartir, c'est un petit peu plus difficile. Donc, toujours être en mouvement, puis même si c'est difficile, tu es juste mieux de marcher tranquillement, pas vite, parce que
tu t'arrêtes, c'est là que tu commences à avoir froid, puis repartir la machine, c'est très, très difficile. Donc, on traîne les raquettes, on met du multicouche, on teste nos gourdes pour trouver c'est quoi la bonne solution pour pas que ça gèle. Ouais. On s'adapte. Jannick, je pense que c'est un très bon adapte. C'est bon pour cette course-là, puis je pense que c'est bon pour n'importe quelle course. Accepter l'inconnu, puis l'embrasser, l'embrace, s'ouvrir à l'inconnu. Hein? Exact. Ouais. Jannick, est-ce qu'il nous manque quelque chose sur notre liste cryo pour notre cours 101 de cryo? Comment se préparer pour cet événement-là? Non, je pense que tu avais fait un bon résumé. Moi, je vous dirais que l'erreur que j'ai faite la dernière fois que j'ai fait sur le lac, j'avais mes raquettes pendant les 27-28 premiers kilomètres et les 5 derniers, c'était aussi le parcours, les 5 derniers kilomètres qu'on emprunte, c'est aussi le parcours du 10 kilomètres qui font aller-retour à l'île. Donc, c'est vraiment, le sol est beaucoup plus tapé. Donc là, quand j'ai vu ça, puis là, les douleurs sont intenses. On s'entend que les 5 derniers kilomètres, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le défi. Donc là, je me suis dit, je peux enlever mes raquettes. Donc là, je vais quand même me donner un coup de main pour que ça soit plus facile. Et j'avais testé avant comment installer mes raquettes dans mon dos avec des élastiques, tout ça. J'avais trouvé ça un peu compliqué, pas très concluant. Donc, je m'étais dit, j'ai gardé dans mes mains pour terminer. Je vous dirais que c'est pas une bonne idée. Puis en plus, mon mari me l'avait dit. Moi, j'ai des problèmes de mains, je gèle des mains facilement. Il m'avait dit, oublie ça, en 1 kilomètre, tes mains vont être gelées. Mais comme bonne personne, je l'ai pas cru. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est juste 5 kilomètres. Fait que finalement, effectivement, après 1 kilomètre, je vous dirais qu'à tenir mes raquettes, ça a l'air bizarre. Puis c'était pas très froid, là. Il faisait peut-être -3, -4 à peu près, là, vers la fin du parcours. Les mains ont gelé instantanément. Donc ça, je vous dirais que les derniers kilomètres ont été difficiles à cause de ça. Tenir ses raquettes dans les mains pour terminer, c'est pas une bonne idée. Fait qu'il faut vraiment, comme Xavier le disait, passer un setup là, vraiment pour les installer sur notre dos, pour s'assurer qu'on les tienne pas dans nos mains. Ben, ça revient à tester. T'sais, on veut être efficient parce que vous le disiez les deux, à la perte de temps. Dans une course en général, c'est une bonne façon de pas trop perdre de temps, c'est de passer rapidement au ravitaillement. Là, quand il fait -15, -20, peu importe, d'arrêter, c'est mortel. Là. Je veux dire, c'est la pire chose qu'on peut faire. Donc, de tester ces affaires-là. Tu sais, moi, je le sais qu'avant une course d'ultra où j'ai des bâtons, puis je les aurai pas tout le long de la course dans mes mains. Juste le changement de, peu importe si tu les attaches dans le bas de ton dos, dans une ceinture, dans un petit sac, peu importe, tester ces choses-là, c'est le meilleur truc qu'on peut faire. Test, se mettre en condition de course. Matériel obligatoire, tantôt, je pense que c'est Xavier, c'est Jannick qui parlait du matériel obligatoire. Toute bonne course a sa liste, mais il ne faut pas le traîner pour la première fois le jour de la course. Il faut trouver des façons. Jannick, tu le disais, tu t'es rendu compte que toi, la veste, le sac, c'était un poids drôlement réparti pour toi. Tu as trouvé une alternative, mais il faut avoir testé puis voir que tout le matériel obligatoire rentre dans les poches de manteau puis de pantalon pour le faire plutôt que d'arriver le jour de la course et faire « Oh merde, le cellulaire, j'ai plus de place où le mettre puis je suis obligé de l'avoir. Qu'est-ce que je fais? » Donc, ça revient à tester. Puis l'hiver, c'est une autre sorte de course complètement. Hein. Tu sais, ne serait-ce que de courir l'hiver sur route, l'entraînement classique, de poursuivre pendant la période hivernale, c'est une autre bébite complètement. Puis, c'est ça, c'est des essais-erreurs, puis on apprend, mais je trouve ça super intéressant de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de 2 coureurs qui l'ont fait plusieurs fois. Puis je suis sûr que l'édition 2022 s'en vient, puis il va y avoir un autre défi qui va être complètement différent parce que d'année en année, ça change, puis on a bien beau se préparer pour avoir de l'expérience. C'est différent. Est-ce que vous le refaites cet hiver? Oui, je le refais cet hiver, puis je l'ai fait l'an passé aussi à la maison. On avait la version maison, puis je vous dirais que c'est bizarre à dire, mais il y avait des défis que j'ai sous-estimés à faire le 32 km autour de la maison. Des ravitaux très pratiques, hein? Et moi, c'est pour ma force, manger et boire. Donc, moi, j'étais partie, puis c'était pas grave parce que c'était chez nous, puis il n'y avait pas de danger. Donc, je me suis retrouvée à pas manger, pas boire beaucoup et à finir en piteux état. Donc, même à la maison, il y avait des défis. Fait que non, j'ai hâte, pour vrai, là, je suis réinscrite et j'ai hâte de retrouver toutes les personnes, les belles personnes donc, que j'ai connues des dernières éditions, puis les nouvelles aussi. Mais pour vrai, pourquoi je veux le refaire? Parce que souvent les gens vont me dire, voyons donc, c'est difficile, mais les rencontres qu'on fait dans ces courses-là, c'est magique. Puis moi, Yannick, je suis quelqu'un que
je m'inscris pas beaucoup d'activités parce que j'ai tout le temps ce syndrome d'imposteur-là, parce que j'ai pas de monde, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de plan d'entraînement. Je suis vraiment quelqu'un qui court par plaisir, puis j'ai pas de problème à me motiver, là, à aller courir. Fait que j'ai pas besoin de m'inscrire ou d'avoir ces défis-là. Moi, dans ma vie, c'est pas ça que j'ai besoin. Fait qu'à chaque fois que j'arrive à une course, je regarde tout le temps les gens, puis je me sens toujours mal à l'aise d'être là. Tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est pas ma place. Puis même, Yannick, je te l'ai dit en début de rencontre, je suis intimidée d'être invitée à ton émission parce que je me considère pas pantoute de ce niveau-là. Mais bref, quand j'arrive aux courses cryo, je me sens chez nous, je me sens bien, je me sens à ma place. Puis ça, je vous dirais que c'est la seule course que je me sens comme ça. Fait que juste pour ce feeling-là, je le refais, c'est sûr. Là, tu dis que tu te sens chez vous parce que tu me disais avant qu'on enregistre que tu viens du Lac-Saint-Jean, tu l'as dit tantôt. Ouais. Et la course cryo a eu un impact sur ton retour au Lac-Saint-Jean, non? Ah, vraiment, Yannick. Écoute, moi, j'ai été partie du Lac-Saint-Jean pendant 25 ans. Donc, j'ai été élevée ici. J'ai quitté à 21 ans pour Sherbrooke, après ça, Valleyfield. Et à la deuxième édition des courses cryo, là, j'apprends à contrôler l'incontrôlable, à accepter surtout que je ne sais pas dans quoi je m'embarque, puis c'est correct. Puis dans le milieu du lac, je me suis dit, garde, j'apprends de cette course-là pour dire que ça fait longtemps que je veux revenir, mais bon, il y a les enfants, il y a le travail, il y a toutes nos obligations un peu que Xavier disait tout à l'heure, on est organisé, on est structuré, on sait où s'en va, on sait où on s'en va. Et là, ben, te lancer dans un déménagement comme ça, tu sais, partir de Valleyfield, revenir au Lac-Saint-Jean, quand ton conjoint vient de Valleyfield, tes enfants sont nés là-bas, c'est un gros risque. Moi, ma compagnie était là-bas, donc il fallait que je recommence tout à zéro, là. Moi, j'ai pas de transfert, là. Il a fallu vraiment que je recommence de tout, mon conjoint aussi, une compagnie aussi. Donc, on a vraiment décidé avec le fait que j'ai été capable de m'adapter à une course comme cryo, puis que ce que je connais pas, dans le fond, ça veut pas dire que je suis pas capable de le relever. Alors, j'ai pris cette expérience-là que j'ai acquise dans la course et je l'ai appliquée à ma vie privée en disant, si j'étais capable de faire ça, je suis capable de faire un peu tout ce que je veux. Alors, on a tout abandonné, on a laissé nos travails, on a tout recommencé, puis depuis un an, on vit le parfait bonheur au Lac-Saint-Jean. J'ai reparti ma compagnie, mon conjoint aussi, les enfants sont adaptés, j'ai même les plus vieux qui sont revenus à la maison parce que c'est trop un bel endroit. La maison est trop petite, là, vous avez ça, Nick aussi. On est obligé de bâtir des rallonges parce que là, la famille au grand complet est revenue. Mais c'est ça, Cryo, ce que ça nous apporte, c'est de voir qu'on peut faire des choses extraordinaires, puis je l'appliquer dans ma vie privée. Puis je suis rendue au lac. Oui. un retour, puis un saut dans le vide. Mais je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que tes récits de course, ou en tout cas ce que tu as appris dans les courses, tu l'appliques à ta vie, ce que tu as appris dans la vie. Tu sais, on dit souvent, puis tu l'as dit tantôt à la course, c'est un peu... les parallèles sont grands entre la course et la vie. Puis j'ai l'impression que toi, avec ton histoire, c'est plus vrai que jamais. Toi, Xavier, est-ce que c'est un retour? Est-ce que tu retournes à Cryo pour une 4e fois cette année? En fait, cette année, j'aimerais ça pouvoir participer comme bénévole. Okay. J'ai jamais eu la chance d'être bénévole dans les courses, puis je pense qu'on le sait tous, puis les auditeurs le savent, pour avoir une course organisée, ça prend des bénévoles, parce que s'il fallait payer tous ces gens-là, ça coûterait très cher faire les courses, puis je pense que les gens le font bénévolement parce qu'il y a un esprit de communauté, pas parce que c'est une relation d'employeur abusive. Là. C'est vraiment parce que les gens aiment y participer, aiment l'esprit communautaire qui s'y retrouve. Mais j'ai participé à beaucoup de courses. J'ai côtoyé très rapidement, croisé énormément de bénévoles. Puis je l'ai jamais fait, donc j'aimerais peut-être pouvoir le faire cette année. Si l'organisation familiale me permet d'aller au Lac-Saint-Jean pour une fin de semaine, j'aimerais bien pouvoir y participer comme bénévole. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire. Puis pouvoir supporter les coureurs à mon tour, ça serait vraiment une belle chance si ça pouvait se faire. Donc, ça serait ça mon objectif cette année. C'est noble. Puis vous êtes inspirants les deux. Je trouve ça le fun à quel point la course, puis la raison de le faire, votre why, tout ça est relié avec la course cryo qui est un événement de dépassement de soi exceptionnel. Je veux dire, je le disais tantôt, moi,
Ça me fait capoter de traverser un lac glacé face aux éléments. L'accomplissement est immense, mais il y a tout le côté humanitaire derrière ça, le côté social. Vous deux, on est là aujourd'hui, les trois ensemble, grâce à ça. Et le côté aussi de faire des levées de fonds, parce que la course est reliée à la Fondation sur la Pointe des Pieds. On l'a dit tantôt, on l'a mentionné rapidement, mais tu sais, la Fondation de la Pointe des Pieds, ça organise des expéditions thérapeutiques pour les jeunes atteints du cancer. C'est la cause derrière la Fondation qui a mené à l'organisation de cette course-là. Donc, le why de l'organisation de la course cryo, c'est de ramasser des fonds pour cette fondation-là. Il y aura une belle histoire à travers tout ça. Puis, le fait d'y retourner comme bénévole, comme tu racontes, Xavier, je trouve que c'est directement aligné avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la course, c'est pas nécessairement d'être la personne qui va sur place puis faire l'événement. Les bénévoles font autant partie de la course, les équipes de support quand il y en a, les organisateurs, tout ça est relié ensemble. Fait que vous êtes très inspirants les deux, puis on a vraiment passé un bon moment. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir fait votre rencontre, d'avoir pu parler de la course cryo, de votre histoire qui vous a mené jusqu'à cryo, puis de voir l'impact que cryo a sur vous. Avant qu'on passe à mes questions éclairs, qui sont le segment final, est-ce que vous avez quelque chose qui reste à dire par rapport à cryo? Si vous voulez convaincre, si on a des gens qui écoutent et qui sont sur le point de se dire « je m'en vais-tu m'inscrire? » Qu'est-ce qu'on leur dit, Jannick? Moi, je dirais oui, vas-y, puis tu n'as aucune idée comment tu vas apprendre de cette course-là, parce qu'il va toujours pour aider les autres, mais finalement, on se fait prendre parce qu'on reçoit beaucoup plus. Donc, lance-toi dans le vide, tu es capable. Xavier, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoute, un souvenir technique, conseil technique que j'ai oublié, puis je vais mentionner deux choses de pourquoi il faut y aller. Ce conseil technique, les hand warmers, gardez-vous-en, puis mettez-en un sur votre cellulaire. Parce que si vous avez déjà couru l'hiver, vous savez que dès que tu sors ton téléphone de ta poche, c'est sûr qu'il meurt, même si tu es à 100%. Donc, conseil technique, hand warmers sur ton cellulaire, tu vas avoir une chance de pouvoir l'utiliser. S'il y a quelque chose qui ne va pas, sinon c'est sûr qu'il est dead. Le why qu'on n'a peut-être pas mentionné, le fait qu'on part au coucher de soleil, comme Jannick le disait, vers 4-5 heures, c'est les deux plus beaux couchers de soleil que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Boule de feu rouge qui descend dans le lac Saint-Jean pendant qu'on est encore un peu en pack. On court ensemble parce que c'est encore au début, puis le coucher de soleil, les couleurs rouges qui frappent sur un lac blanc pur, ça dure peut-être 10-15 minutes, donc c'est vraiment éphémère, mais c'est 15 minutes que je me souviens de tout le temps. Donc, pour cet aspect-là, c'est assez féerique, ça se retrouve nulle part ailleurs. Et le finish est aussi assez incroyable. Les finishes, c'est souvent des caractéristiques. On parle souvent du finish line de Boston, New York, des trucs comme ça. Peut-être pas la même foule, là, mais le fait de sortir de la nuit glaciale solitaire du lac Saint-Jean, puis d'arriver finalement sur de la vraie glace, parce qu'à la fin, tu arrives sur la glace, c'est dur, t'es comme, oh mon Dieu, vive la glace dure, et de pouvoir sprinter enfin, c'est les grandes releases d'endorphines que j'ai eues dans ma vie comme coureur, c'est sur la course cryo, parce que le changement entre la solitude nocturne à retrouver un environnement festif pour une cause de cette nature-là pour les jeunes, puis côtoyer les jeunes, c'est unique. Donc, de la part de deux coureurs d'expérience, parce que Jannick, là, tu dis que tu as le sentiment de l'imposteur, mais tu es une coureuse d'expérience, puis tu as ta place ici à notre discussion, tu as ta place. 100%. Je veux dire, 100%. deux fois des deuxièmes places à cryo, c'est suffisant. Là. Le sentiment d'imposteur, c'est fini, mais je blague. Venant de deux coureurs d'expérience comme vous, je pense que vous le vendez extrêmement bien à la course. Puis en fait, vous le vendez pas, vous en faites la promotion parce que vous avez vécu les deux des expériences uniques. Je pense que de vous d'entendre parler de ce coucher de soleil-là, si ça vous a pas convaincu, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Fait que c'est le coursecryo.com, course au pluriel, cryo, cryo.com. On est rendu aux questions éclairs, le moment où je vous pose des questions. Hey Yannick, excuse-moi de t'écouper. Hey, j'ai oublié tantôt de dire les moments les plus merveilleux, les feux d'artifice. Oui, j'ai vu des photos de ça, c'est vrai. Hey, le feeling, Yannick, là, quand tu arrives, puis les feux d'artifice au-dessus de ta tête, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, le coucher de soleil pour commencer la course, les feux d'artifice pour finir, je veux dire, c'est exceptionnel. Là. Oui, puis vraiment aussi, Yannick, je t'aurais oublié, tu te fais accueillir aussi par tes amis, tout le monde, mais il y a aussi le kiosque Artérix
qui te prête une de ses doudous, mais une de ses vestes tellement chaudes. Ça aussi, c'est un très bon souvenir parce que c'était très agréable de recevoir ce manteau hyper chaud pour te réchauffer. C'est vraiment le fun. Ouais, fallait le mentionner. T'as bien fait de me couper. Moi, vous le savez, je termine tout le temps mes épisodes avec les questions éclair NAC. C'est 10 questions super rapides. Il y a même des fastest known time, des records de vitesse. Je rappelle que le record masculin, c'est Samuel Poher en 15 secondes. Le record féminin, c'est Anne Bouchard et Maïka Lamoureux en 14 secondes. C'est très rapide. Mais là, un peu à l'image de votre relation lors de cryo en équipe, il y a un moment où vous êtes entraidés pour bloquer le vent. J'ai le goût d'essayer de quoi pour la première fois? Faisons les questions éclairs en équipe. Donc, Yannick, je te laisserai les 5 premières questions, puis Xavier t'embarque pour les 5 dernières. On va voir si en équipe, il y a moyen de battre ce record-là, ou en tout cas, vous aurez le record d'équipe parce que c'est du jamais vu. Vous établirez une nouvelle marque. Avec les 5 premières questions, Yannick, je les pose à toi pour que vous sachiez quand faire le switch. Yannick, ta dernière question va être la question NAC. Puis, Xavier, quand tu entends question NAC, tu sais que tu embarques sur la suivante. Fait qu'on essaye ça? OK, parfait. Donc, Yannick, tu me dis quand tu es prête, puis on part. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Raquette ou crampon? Raquette. Café ou thé? Café. Courir à moins 30 ou plus 30? Moins 30. Question NAC, saveur vanille ou caramel salé? Caramel salé. Route ou trail? Trail. Gant ou mitaine? Gant. Sentier roulant ou technique? Technique. Chip ou biscuit? Chips. Vent de face ou vent de dos? Dos. 24 secondes, c'est très fort. Écoutez, Wow, 15 secondes, c'est chaud, là. À leur défense, c'était en vrai, c'était en présentiel. Quand on est assis en face à face, il y a un mini délai, mais pendant la première année complète de Pas sorti du bois, j'étais que en Zoom, puis les records, ça tournait autour de 20, 22 secondes, 19 secondes. Fait que vous êtes vraiment dans les plus rapides. Zoom. Je pense qu'il va falloir que je fasse 2 catégories. Hein, on le sait, j'en ai parlé. Des FKT, des Fastest Known Time. Il y a des styles. Des fois, c'est avec support ou pas de support. Moi, peut-être que ça sera en Zoom puis pas en Zoom. Mais 24 secondes, c'est très rapide. Félicitations à vous deux. Des bonnes questions, des bonnes questions. Oui. Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup de votre temps. C'était vraiment intéressant comme discussion, vraiment inspirant. Ça donne le goût de s'inscrire à cette course. Ça donne le goût de sortir courir l'hiver. Moi, je suis un gros fan de course l'hiver. Là, je regarde la forêt en arrière de chez nous. Il n'y a plus de feuilles. C'est laid, c'est gris. On peut-tu comme avoir un beau petit manteau blanc puis d'aller triper dans le bois ou sur le lac Saint-Jean, dans la neige? Ça s'en vient. Oui, vraiment. Donc, merci. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Puis je vous remercie les deux. Je vous répète vos noms parce que là, c'est important. Vous avez été des piliers dans cet épisode-là pour qu'on parle de cryo. Je trouve que c'était la meilleure manière de parler d'une course, c'est de la vivre à travers vos histoires puis vos récits. Puis c'est le fun de voir comment c'est intimement lié, vos vies personnelles, vos vies athlétiques, puis cette course-là qui semble vous avoir charmé parce que vous y retournez année après année, même si c'est difficile. Yannick Brassard, Xavier Aubu, un très grand merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Yannick. Ça a été vraiment agréable. Merci, Xavier. J'ai aimé ça te voir. Puis j'espère que c'est toi qui vas me donner mon bouillon de poulet dans les ravitons. Je vais en faire un spécial pour toi. Yes, merci. Ça sera cuisiné merci avec de nous avoir amour. réunis, Yannick. Oui, exactement. Oui, merci. Mais merci à vous, puis merci à l'organisation de Cryo qui a un peu créé cette rencontre-là parce que je leur ai dit quand on en parlait, j'ai le goût de faire un épisode sur votre course, mais là, je veux la vivre à travers des coureurs, des gens qui l'ont vécu, puis ils m'ont parlé de vous deux. Vous êtes les deux noms qui m'ont sorti, puis ils sont tombés dans le mille. C'était super intéressant. Vous avez une façon de raconter vos courses. Vous êtes des très bons communicateurs, puis je vous remercie de votre temps. Merci à toi, Yannick. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. C'est vraiment le fun de courir l'hiver. J'adore ça. Oui, tempête de neige, je me souviens, en plus, l'année passée, il y avait le couvre-feu, là. Oui. On a oublié quand il y avait le couvre-feu. Mais j'appelais ça un beat the curfew, là. Fait que moi, mes enfants se couchent à 7 heures. Je partais de 7 à 8. Je pense que c'est 8 heures ou 8h30 couvre-feu. Puis j'avais 1 heure pour me rendre en haut du Montréal en pleine tempête de neige puis revenir. À un moment donné, on redescendait. Il y avait un gars qui avait perdu son chien. On l'a aidé à chercher son chien dans Montréal.
faisait -20, on commençait à geler raide. Puis là, on avait passé le couvre-feu, on est revenu, on se cachait dans les ruelles. Il y avait une police qui était en train de faire une arrestation sur Parc ou un Saint-Viateur. On passait dans les ruelles en tempête de neige pour pas se faire arrêter par la police. C'était quand même comique. Ah, on oublie qu'il n'y a pas si longtemps, c'était ça la réalité. Pareil, hein? Le rappeler qu'il n'y a pas si longtemps. Vite, là, comme le couvre-feu, là, ça semble si loin, mais c'est hier, là, le couvre-feu. Là. C'est vrai. C'est quelque chose. Là. Fait que, en espérant pas avoir... Je pense pas qu'on va avoir de couvre-feu cet hiver, mais ça va faire du bien d'être moins rushé quand on court le soir. On devrait être correct. Oui. Xavier, le hors-la-loi. Oui, exactement. Arrestation musclée sur la rue Parc. Merci. Je vous laisse retourner à vos vies. Merci, Xavier, de te joindre à nous dans ta voiture. C'était une première à pas sortir du bois, une entrevue de char. Nice. Hey, bonne journée. Très course. Bye. All right. Salut tout le monde. Bye. Bye. Salut. Bye.